Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Il était une fois, dans le pays du soleil levant, une jeune fille nommée Setsuko Yoshida, dont le père appartenait à l'orgueilleuse caste des samouraïs, et c'était un grand général d'aviation. La jeune fille reçut l'éducation sophistiquée des japonaises de bonne famille, et fut ainsi préparée à mener une vie précieuse et dorée. Par ailleurs, la défaite de 1945 réduisit à néant l'édifice social traditionnel de l'Empire du Japon. Le général fut mis à la retraite, et les privilèges des aristocrates disparurent. La jeune fille dut songer à trouver un emploi. En vérité, cette perspective ne lui déplaisait pas tellement. Ses études lui avaient donné le goût d'une vie plus indépendante. Elle ne souhaitait pas connaître l'existence obscure et recluse des femmes de sa famille. Comme elle avait appris le français, Setsuko trouva un poste de secrétaire dans un bureau d'importation de produits français en Extrême-Orient. Son intelligence et son charme lui permirent de devenir assez rapidement la principale collaboratrice de l'agent général M. Calvé. Et c'est alors qu'elle se mit à rêver de la France. Un beau matin, c'était le 3 octobre 1955, dans le Nippon Times, elle trouva l'adresse d'un jeune Belge, officier aviateur, qui demandait une correspondante. Un Belge, c'était tout à fait comme un Français. Elle lui écrivit le jour même. « Cher ami inconnu, quel plaisir de lire votre lettre dans le Nippon Times. Mon père était aussi officier d'aviation. Parlez-moi des beaux-arts, de la culture, des usages de votre pays. Je vous répondrai, salutations les meilleures, Setsuko Yoshida. » Quand Maurice Louvain reçoit la lettre de Setsuko Yoshida, il ne se tient plus de joie. Une japonaise lui a écrit. Il montre sa lettre à tout le monde, à ses parents, à ses copains de la caserne. Ah, il faut que je vous dise, Maurice Louvain n'est pas officier d'aviation. Non, il est simplement caporal radio-télégraphiste au centre technique de Sofrarenberg. Mais sa joie n'en est que plus touchante. On se moque un peu de lui, mais comme c'est un bon camarade, les plaisanteries ne sont pas méchantes. Maurice est né en 1935 à Angleur, près de Liège. Son père est électromécanicien. Sa mère exploite un petit commerce d'épicerie. Maurice n'a jamais été un garçon brillant. Il s'est toujours trouvé parmi les derniers de la classe, même à l'école primaire. Et les 2 ans et demi qu'il a passés à l'Athénée royal de Liège, avant d'entrer dans l'armée, n'ont laissé aucune trace en lui. C'est un garçon timide, mou, rangé, qui n'aime ni les balles ni les cafés. On ne lui connaît aucune amourette. Son seul plaisir, c'est de suivre des cours de pilotage le dimanche. Et c'est ainsi qu'il est entré dans une unité de l'armée de l'air. Pourtant, ce garçon timide et réservé peut se montrer tyrannique et capricieux à l'occasion. Ses parents ne lui ont jamais rien refusé. Quand il leur a réclamé une automobile, ils ont sacrifié leurs économies pour lui acheter une petite Simca. La part de rêve qui manquait à la vie terne et falote de Maurice Louvain, c'est Setsuko qui l'a fait entrer dans sa vie comme un grand coup de soleil. Les semaines passent, les jeunes gens s'écrivent beaucoup, ils échangent des points de vue variés, racontent leur vie, se font des confidences. Leurs lettres deviennent presque quotidiennes. Elles deviennent aussi assez tendres. Dès la 3e lettre, bien entendu, ils échangeaient leurs photographies. Maurice a épinglé celle de Setsuko sur la porte de son vestiaire. On n'y voit pas une japonaise en costume national avec kimono, large ceinture, éventail et fleurs de cerisier, mais une jeune fille au visage fin, vêtue à l'européenne, coiffée d'une capeline printanière et chaussée de souliers à talons hauts. Un sentiment curieux commence à naître entre ces 2 jeunes gens qui vivent à 16 000 kilomètres l'un de l'autre, dans des univers radicalement différents et qui ne se sont jamais vus. Un esprit froid dira que c'est précisément cette distance et cette dissemblance qui font tout le charme de leur correspondance. On s'émerveille devant ce miracle qui permet à 2 êtres totalement étrangers l'un à l'autre de croiser leur destin pendant quelques pages et quelques instants. La petite japonaise paraît tout de même bien romanesque. J'ai 2 lettres sous les yeux, 2 lettres qu'elle écrivait au début de l'année 1956. 2 lettres qu'elle adressait à un garçon de 20 ans, sur qui aucune femme jusque-là, en dehors de sa mère,
n'avait jeté les yeux. Permettez-moi de vous en lire quelques lignes. La première dit notamment « Je suis très heureuse d'avoir reçu les quelques pétales de rose que vous m'avez envoyés. Je les mets dans mon étui à cartes sur votre photo. Je les garderai toujours avec moi. Je parle chaque jour avec votre photo, et chaque matin je lui dis « Bonjour chérie, que faites-vous maintenant ?» Une lettre bien banale, n'est-ce pas? Pleine de ces petites gentillesses que l'on se confie quand on a 20 ans, du vague à l'âme, et le goût de la littérature sentimentale. Oui, mais écoutez ce que Setsuko écrit quelques semaines plus tard. « Je suis heureuse de vous répondre que je vous aime, Maurice, avec tout mon cœur. Je ne peux pas trouver les mots à cause de mon pauvre français. J'espère que nous marcherons tout le long de la vie comme deux pèlerins, dont l'un pourra dire à l'autre « Appuie-toi sur moi, mon frère », et s'entendre répondre « Il me suffit de te sentir près de moi. » Post-scriptum, avez-vous lu La porte étroite d'André Gide? Non, Maurice Louvain n'a pas lu La porte étroite. Il n'a peut-être même jamais entendu parler d'André Gide. Cela n'est pas nécessaire à son bonheur présent. Mais ce post-scriptum inattendu le ravit. Cette Setsuko, quelle femme merveilleuse! Elle en sait des choses. Le jeune caporal ne pense plus qu'à son amour du bout du monde. Ses copains de Sofrarenberg se moquent un peu de lui, ses parents s'inquiètent. C'est tout de même pas normal de se plonger dans une telle exaltation à cause d'un rêve, d'une fumée lointaine, d'une image épinglée sur la porte d'un vestiaire. Maurice laisse rire les uns et grommeler les autres. Maintenant que sa vie a pris un sens, on peut dire tout ce que l'on voudra. Il sait où se trouve sa vérité. Il n'en démordra pas. Et puis un matin du mois de juin, le miracle se produit. Setsuko va venir en France. Setsuko va venir à Paris. Il va enfin la voir, la serrer dans ses bras, lui prouver son amour autrement que par des lettres brûlantes mais lointaines. Et oui, après un long séjour au Japon, les patrons de Setsuko, M. et Mme Calvé, reviennent en France. Naturellement, ils invitent la jeune fille à venir leur rendre visite. L'invitation est acceptée, la date est fixée, les billets sont pris. Tout de suite, elle écrit à son ami de Belgique. Celui-ci pense mourir de joie. Ah, les jours passent moins vite maintenant. La vie de caserne pèse davantage sur les épaules du jeune caporal. Mais ses copains ne se moquent plus. Ils commencent même à éprouver une sorte de respect pour leurs camarades, car c'est vrai qu'elle est mignonne, Setsuko. Qui aurait dit que le petit Maurice, avec ses épaules tombantes, son visage boutonneux, ses airs de fille manquée, qui aurait pensé qu'il irait tomber une japonaise de bonne famille, qui ne l'a jamais vue, uniquement par lettres, avec un peu d'encre et de papier. Ah, il y a des choses fantastiques tout de même dans la vie. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un sacré vénard, le Maurice Louvain. Un vénard, il en est persuadé, Maurice, il est radieux. Il jubile, il meurt d'impatience. 20 fois par jour, il compte sur un petit calendrier le temps qui le sépare encore de son ami. Il connaît par cœur le programme de son voyage. Le 28 juillet, elle s'embarque à Yokohama. Le 10 août, elle débarque à Marseille. Le soir même, elle prend le train bleu. Le lendemain matin, elle arrive à Paris. Tout se passe bien ainsi, en effet. Le 11 août à 8h30, Setsuko Yoshida descend du train bleu. Monsieur et Madame Calvé l'accueillent sur le quai de la gare de Lyon. Ils l'emmènent chez eux, rue de Boulainvilliers. Le lendemain, la jeune fille écrit à Maurice pour lui donner l'adresse de ses amis. Il faut 48 heures au caporal pour obtenir une permission. Il bout d'impatience. Et ce n'est que 3 jours plus tard qu'il arrive à son tour à Paris dans sa petite Simca. Il trouve la rue de Boulainvilliers. Il sonne à la porte en tremblant. La personne qui lui ouvre n'a rien d'oriental. C'est une soubrette blonde avec des yeux bleus. Il se nomme, il bafouille. On lui sourit, on le fait entrer. Mademoiselle Yoshida attend monsieur, oui. Si monsieur veut bien patienter un instant au salon. Monsieur patiente. Il ne peut pas rester assis. Son cœur bat à grands coups dans sa poitrine. Il avale sa salive avec difficulté. C'est le plus beau jour de sa vie. Des pas légers se font entendre dans la pièce voisine. La porte s'ouvre. Cette fois, il ne s'agit pas d'un autre visage que du visage de Setsuko. Elle lui sourit. Mon Dieu, il va s'évanouir, c'est sûr. Non, il ne s'évanouit pas, mais il n'arrive pas à prononcer une seule parole. Il parvient seulement à répondre à son sourire. Il la contemple, émerveillé. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Quand Maurice Louvain se trouve pour la première fois de sa vie devant Setsuko Yoshida, il reste muet de joie et d'admiration. La jeune fille est encore plus jolie vivante qu'en photographie.
Essayons d'imaginer un peu ce que doit être pour ce garçon une telle rencontre. Maurice Louvain a 20 ans. Il est issu d'une famille modeste qui n'a rien su lui refuser jusqu'ici, mais il n'a pas beaucoup de capacités physiques ni intellectuelles. Il a fait des études médiocres, assez vite interrompues par un engagement dans l'armée de l'air, où il se trouve actuellement, comme radiotélégraphiste avec le grade de caporal. Il a un caractère timide et renfermé, plutôt mou, sans envergure. On ne lui connaît aucune aventure féminine. Un jour d'octobre 1955, on ne sait pas pourquoi, probablement parce qu'il éprouvait le besoin de s'évader de la grisaille quotidienne, il a adressé une annonce au journal le Nippon Times pour demander une correspondante japonaise. Il se présentait comme officier aviateur dans l'annonce. Et bientôt, une première lettre lui parvient, signée Setsuko Yoshida, fille d'un général d'aviation en retraite. Et dès ce jour, la vie de Maurice Louvain se dédouble. Une partie de lui continue à vaquer à ses occupations professionnelles, à envoyer des messages, à exécuter des ordres. Une autre partie, la plus profonde, la plus précieuse, plonge dans un rêve étrange, à la fois exotique et sentimental. Les semaines et les mois passent. La correspondance se poursuit, s'intensifie. Les lettres deviennent presque quotidiennes, des lettres qui se font tendres, presque brûlantes. Enfin, Setsuko annonce son arrivée prochaine. Elle a des amis à Paris, ses amis l'ont invitée à venir passer quelques semaines chez eux pendant l'été. Et effectivement, le 28 juillet, Setsuko s'embarque à Yokohama. Le 10 août, elle est à Marseille. Le 11 à Paris. Ce n'est que le 14 que Maurice, ayant enfin obtenu une permission, arrive à son tour et se trouve pour la première fois devant ce véritable miracle, un rêve devenu réalité. Et il ne trouve pas ses mots, le pauvre Maurice. Alors, puisqu'il possède une petite auto, son ami lui propose de l'emmener en promenade pour toute la journée. Ils s'en vont à la découverte de Paris comme deux amoureux. Oh, le garçon timide s'apprivoise vite. Il ne faut pas longtemps pour qu'il demande à la jolie japonaise, en rougissant, de venir à Liège avec lui et de l'épouser. Elle proteste mollement. « Mais nous nous connaissons à peine. Nous nous voyons pour la première fois. » C'est vrai. Mais il y a des semaines qu'ils échangent de tendres paroles, de ces mots que l'on prend facilement pour des serments éternels. Et Setsuko ajoute un peu légèrement, « Patientez un peu. Pour moi, vous n'êtes encore qu'un correspondant parmi d'autres. » « Oui, répond Maurice, mais moi, je vous aime. » C'est vrai que Maurice aime Setsuko. Et c'est vrai qu'il a un peu de mal à comprendre ce qu'elle a voulu dire. Elle a d'autres correspondants que lui? Mais leur tenait-elle des propos analogues? Contemplait-elle la photo des autres chaque matin en leur murmurant « Bonjour chérie, que faites-vous maintenant ?» Car c'est bien ce qu'elle lui a écrit un jour, en toutes lettres, à lui. Cette inquiétude ne dure pas. Setsuko est certainement trop timide, trop pudique, trop bien élevée pour lui dire, les yeux dans les yeux, ce qu'elle lui écrivait quand 16 000 kilomètres les séparaient. D'ailleurs, elle est assise près de lui, en ce moment, dans la petite Simca. Il roule dans Paris. Il peut prendre sa main de temps en temps, en lâchant le volant. Il peut la regarder, la voir sourire, lui parler. Pour le reste, on verra plus tard. Il ne tarde pas à voir Maurice. Ou plutôt, il devrait voir, il devrait comprendre, mais il s'y refuse. Le soir même de leur première rencontre, Setsuko fait part à ses amis de son étonnement et de sa déception. Elle a trouvé ce prétendu officier d'aviation bien falot, bien terne, avec son physique ingrat et ses idées courtes. Elle découvre que ce qu'elle prenait dans ses lettres pour les maladresses d'un correspondant qui maniait mal la langue anglaise était un témoignage cruel de médiocrité véritable, de platitude, d'inexistence. Dès son retour en Belgique, Maurice s'empresse d'écrire longuement. Il revient sur son idée fixe. Son projet de mariage se précise, devient pressant. Cette fois, Setsuko répond d'une manière nette, sans ambiguïté. « Je ne vous ai rien laissé espérer. Je n'ai jamais envisagé une telle éventualité. D'ailleurs, tout nous sépare, notre éducation, nos coutumes. Et puis, j'ai 7 ans de plus que vous. C'est une différence trop grande. » Maurice ne se laisse pas convaincre. 10 jours plus tard, il revient à Paris, accompagné par sa mère, cette fois. C'est un bien mauvais calcul. La pauvre femme, qui ne sait rien refuser à son fils, a tristement accepté de plaider sa cause auprès de Setsuko. Naturellement, cette intervention bien maladroite irrite la jeune fille. Celle-ci est catégorique. « Je ne tiens pas à vous chagriner, Madame Louvain, mais Maurice a trop d'imagination. Il n'y a jamais eu de projet de mariage entre nous, et il n'y en aura jamais. » Madame Louvain a certainement compris, mais
elle cède, une fois de plus, aux insistances de son fils. De retour à Liège, elle écrit à Setsuko pour l'inviter à venir passer un week-end chez elle. La jeune fille décline l'invitation. Maurice, à qui rien n'a jamais résisté, ne comprend pas. Il s'obstine, il s'irrite. Il écrit lettre sur lettre, des lettres de plus en plus brûlantes, de plus en plus enflammées. Il ne se rend pas compte que c'est cette insistance précisément qui choque la jeune fille, que plus il insistera, plus elle s'éloignera de lui. Le 5 septembre, il reçoit un billet qui ne lui laisse aucun espoir. « Mon cher Maurice, je veux que nous restions toujours de bons amis. Mais passer notre vie ensemble est impossible. Je suis trop âgé pour vous. Dites-moi si je dois continuer à vous écrire ou si c'est la dernière fois. Votre ami sincère, Setsuko. » Maurice demande une permission. Il l'obtient 4 jours après. Le 9 septembre, il quitte Liège. Mais juste avant de partir, il emprunte 5000 francs belges à sa mère et lui laisse une lettre. « Quand tu liras ceci, maman, je serai loin. Je vais à Anvers où je m'embarquerai pour l'Afrique. Si Setsuko écrivait, réponds-lui que je suis parti par sa faute. Je t'embrasse. » Mais ce n'est pas à Anvers que Maurice débarque. C'est à Paris. Il s'installe devant la porte des hôtes de la jeune japonaise et attend patiemment de la voir entrer ou sortir. Au début de la soirée, effectivement, elle rentre. Il se précipite vers elle. Mais elle refuse de le recevoir tout de suite. Elle est fatiguée. Elle a besoin de se reposer. « Demain matin, oui, peut-être. Allez, pour une dernière promenade. Laissez entendu. Bonsoir, Maurice. » « Bonsoir, Setsuko. » Le lendemain, à 10h, Maurice vient chercher la jeune fille. Elle déclare, avant même de monter dans la petite auto, qu'il s'agit d'une promenade en camarade et qu'elle ne veut plus entendre parler de mariage. La mort dans l'âme, il accepte. Ils se promènent dans Paris. Après le déjeuner, ils se rendent au bois de Vincennes, font du canotage sur le lac d'Aubénil, bavardent gentiment, de tout, de rien. Mais Maurice est incapable de parler de tout et de rien. Ce garçon velléitaire et borné revient à son obsession comme un enfant capricieux et rageur réclame pendant des heures la sucette ou le soldat de plomb qu'on ne veut pas lui donner. Dès qu'il se retrouve en voiture, il recommence ses prières, ses jérémiades, ses serments. Setsuko reste calme malgré sa colère. Puisqu'il en est ainsi, dit-elle, je préfère que nous cessions toute relation. Ramenez-moi chez mes amis. Vous comprendrez mon attitude plus tard quand vous serez calmé. Maurice n'a pas l'air de se calmer. Il traverse Paris à toute allure. À l'orée du bois de Boulogne, avenue du Point du Jour, il s'arrête. Pendant le trajet, des images précises se sont mises à danser devant ses yeux. Il ne ramènera jamais Setsuko à Liège. Sa mère va soupirer, son père ronchonnera. « Je te l'avais bien dit. » Et ses copains du régiment, ses camarades de chambrée, qu'est-ce qu'ils vont se payer sa tête? Lui qui faisait tant le malin avec son amour du bout du monde, comment supportera-t-il de devenir la cible des grosses plaisanteries de caserne? Il ne le supportera pas. La Simca est arrêtée le long de l'avenue du Point du Jour. Maurice se tourne vers son ami, il la regarde avec désespoir. Comment a-t-elle pu le trahir ainsi? Pourquoi s'est-elle moquée de lui? Pourtant, elle avait un joli sourire et des yeux tendres. Un sourire qui vient de se crisper, des yeux qui chavirent maintenant. Les mains du jeune caporal se sont refermées autour de son cou et serrent, avec maladresse, avec fureur. Avec plus de maladresse que de fureur, Setsuko parvient à se dégager. Elle ouvre la portière, elle se jette au dehors. Elle va s'enfuir. Non! Ses hauts talons la font trébucher. Elle tombe. Maurice s'est précipité derrière elle, un poignard de scout à la main. Il frappe. Il remonte dans sa voiture et s'échappe en sanglotant. Un gardien du bois, monsieur Oduro, a vu le drame de loin. Il arrête 2 automobilistes. On transportera la jeune japonaise à l'hôpital Boussiko. Elle a été frappée à la gorge. Elle meurt 1 heure plus tard, sans avoir repris connaissance. Monsieur Oduro a noté la fin du numéro d'immatriculation de la Simca. C'est une plaque belge, en tout cas, il en est sûr. Dans le sac à main de Setsuko, on trouve avec son passeport l'adresse de ses amis parisiens. En quelques heures, la police connaît l'assassin et diffuse son signalement. Elle n'aura aucun mal à le retrouver 5 jours plus tard, le 16 septembre, sur le Vieux-Port à Marseille, où il cherche à s'embarquer.
Le soir de son crime, dans un petit hôtel de Versailles, Maurice a tenté de se donner la mort en s'ouvrant les veines des bras avec son couteau de scout. N'y étant pas parvenu, il est descendu vers la capitale méditerranéenne dans l'intention de s'engager dans la Légion étrangère ou de trouver un capitaine de bateau pas trop regardant sur le passé de ses matelots. C'est un homme fini. Son rêve anéanti l'a rendu aux ténèbres. La justice a la main légère, elle inflige 10 ans de prison à ce meurtrier pitoyable. Elle a su se montrer indulgente avec cet adolescent qui n'est pas parvenu à reconnaître le visage indifférent et froid de la réalité. Une réalité qui ne fait pas de sentiments. Une réalité où les petits caporaux de Liège n'épousent jamais les jolis aristocrates de Tokyo. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.